Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Un autre beau lundi des entrevues fidèles à nos habitudes. Et aujourd'hui, on y va pas de main morte. C'était la date limite des transactions. Vous en avez certainement entendu parler. Et là, ça me tentait de faire une pierre deux coups. Il y avait un ami, un très bon ami à moi que j'avais envie d'inviter. En plus, il est journaliste. En plus, travaille à RDS, tabarouette. Je me suis dit... Il pourrait peut-être venir nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey par rapport aux transactions. Je parle ici de Alexandre Bissonnette qui sera avec nous dans un instant. Je reçois sa demande tout de suite. Et Alexandre, lors de ATM Jonquière, gradué en 2019 et maintenant à RDS depuis 2 ans. Salut Bissot! Yes sir, comment ça va? Bien toi? Toujours aussi bien. Bissot, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, mon cher. Ouais. Comme j'expliquais en entrée d'émission, là, on ne me voit pas les cheveux, fait que je vais juste monter ça. Comme j'expliquais en entrée d'émission, on a fait ATM ensemble, oui, mais j'avais envie de faire une pierre deux coups ce soir. Ça me tentait de t'inviter de un, parce que j'ai le goût que tu nous parles de ce que tu fais à RDS. Même moi, j'ai pas eu autant de détails qu'on va avoir ce soir, fait que j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là. Ouais. Puis en plus... le gars est journaliste. Le gars baigne là-dedans. Puis il est bien capable de nous faire un très bon résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Ligue nationale. Ah, tu te débrouilles, hein? Ah, je pense que oui. Puis Bissot, là, pour prouver que tu te débrouilles, on va un peu y aller avec ton pédigré. Puis là, je te lance une petite flèche là, par rapport à ton commentaire de tantôt où tu m'as plugué avec ton collègue le barbu, le reporter barbu sur Twitter. Exactement. JC Bertrand, qui est un très bon journaliste que j'ai vu dans la Ligue Midget 3 alors que j'étais descripteur. Tu as dû faire un topo sur les Phoenix, je pense, sur Thomas Bordelot ou Samuel Poulin, peu importe. Écoute, Bissot, toi aussi, tu as du bagage intéressant à RDS. Là. Je veux que tu nous contes ce que tu fais. Puis là, on commence avec les 2 rôles que tu m'as nommés en premier. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris le message que tu m'as dit quand je t'ai demandé que tu nommes tes rôles. Puis on va y aller un par un. Puis là, tu vas expliquer aux gens, ça mange quoi en hiver, ça? Parce que les gens ne savent pas, là. Quand on dit rédacteur pour Sport 30 et RDS.ca, les gens ne savent pas, ça veut dire quoi? C'est quoi un rédacteur pour Sport 30 et pour RDS.ca? Tu sais, côté rédaction, je te dirais qu'il y a 2 volets. Il y a le volet rédaction pour Sport 30, donc pour notre bulletin de nouvelles. Puis il y a le volet aussi rédaction pour le site web. C'est vraiment 2 volets complètement différents, complètement distincts. Pour commencer, peut-être, il y a le volet plus Sport 30 où on est vraiment attitré à la couverture de nouvelles sportives, à la couverture d'événements sportifs. Quand je parle d'événements, je parle de matchs de hockey. Là. Tu sais, tous les matchs de hockey qu'on voit à Sport 30 qui sont résumés par nos lecteurs de nouvelles, ce sont tous des rédacteurs qui vont se charger de regarder ces matchs-là, qui vont se charger de sélectionner les séquences qu'on voit, qui vont écrire aussi le texte qui va être lu par le lecteur de nouvelles. Fait que ce travail-là est vraiment fait par les rédacteurs qui, une fois que ces images-là ont été sélectionnées, sont envoyées en montage. Puis là, c'est le travail d'un monteur là, de s'occuper de monter toutes les images, que tout soit parfait côté visuel. Puis le rédacteur se charge aussi de décrire ces images-là. Fait que, tu sais, quand je décris un but, c'est moi qui ai un peu carte blanche à savoir comment je veux le décrire. Est-ce que je fais seulement la description du but, par exemple? Est-ce que je rentre une statistique à quelque part là-dedans pour rendre ça peut-être plus intéressant pour l'auditeur qui regarde ça? Puis il faut aussi se charger d'un aspect peut-être plus créatif parce que des matchs entre les Sharks et les Coyotes, des fois à 10 h le soir, c'est pas toujours intéressant, mais il faut les rendre intéressants quand même parce qu'on les présente quand même dans le bulletin de nouvelles. Puis, cette présentation-là se fait aussi beaucoup pour les poolers, hein, parce que, mine de rien, c'est très important pour les poolers de voir le tableau, de savoir quels joueurs ont fait des points. Donc, cette présentation-là est importante. C'est pour ça qu'il faut les rendre plus dynamiques, plus créatifs, plus intéressants, ces résumés-là. Puis même côté nouvelle, évidemment, c'est s'il y a une signature de contrat ou quoi que ce soit pendant la journée, c'est de monter le visuel puis d'aussi écrire cette nouvelle-là, de donner quelques petites statistiques en 20-25 secondes pour que ces nouvelles-là passent au bulletin de nouvelles. Puis là, il y a des trucs qui ont retenu mon attention dans ce que tu as dit. Okay? Oui, vas-y. Quand tu parles de Sport 30, là, quand on dit écrire le texte, là,
C'est-à-dire, ce que le... Exemple, là, je cherche un lecteur. Benoît Baudouin lit les nouvelles, OK? Et ce qu'il voit dans son télésouffleur, toi, tu es celui qui a écrit ça, là. Ben, exactement. Fait que le rôle pour Sport 30 est un peu plus derrière, moins sous les projecteurs, alors que ce que tu produis pour le web, ben, il est publié tel quel. On voit ce que toi, tu as fait. Ton nom n'est pas écrit, mais tu comprends ce que je veux dire? Le contenu produit pour Sport 30 n'est pas publié comme ça, tandis que, fait que c'est deux choses vraiment différentes, là. Ben, oui, puis, tu sais, mon contenu pour Sport 30, je vais écrire une phrase, par exemple, de Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple, là. Tu sais, le genre de tourneur de phrase, là. Ben, je te donne, tu sais, pour te donner un exemple, moi, ce qu'on aime faire quand même, c'est intégrer une statistique. Fait que, par exemple, s'il y a un but, je ne sais pas, Alexander Ovechkin, ben, s'il vient de dépasser quelqu'un au chapitre des buts dans l'histoire de la LNH, ben, ça, c'est le genre de statistique qui est intéressante. Tu sais, j'irai pas dire dans mon texte, ben, Alexander Ovechkin récupère la rondelle, monte en Max son 623e, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, ce qu'on va utiliser peut-être, ça va être, ben, on va dire qu'il dépasse tel joueur ou on va expliquer peut-être une statistique. Mettons, ben, c'est son 10e match consécutif avec au moins un point. C'est le genre de tourneur de phrases qui vont être utilisés pour que ce ne soit pas uniquement redondant, puis que ce ne soit pas toujours tel joueur monte la rondelle, tire des poignets, c'est un but, mettons. Puis, tu sais, ce texte-là, je l'écris. Mais les lecteurs, que ce soit François Bessette, Yannick Plante, Patrick Mandé, n'importe quel. Exact. Ben, eux, il faut qu'ils les lisent, évidemment. Ils personnifient. Ben, c'est ça. Moi, je l'écris. Mais si, tu sais, Yannick Plante, c'est un des lecteurs. Là, chez Weber qui vient de marquer, là, en passant, là. Je pense, là. Je vois un let's go, là. C'est le début du match, non? C'est le début du match. C'est le début du match, je pense. Let's go. Ah ouais, donc, je pense que Simon Leclerc est content de te voir, Bissot. Bon. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est j'écris la phrase, mais les lecteurs de nouvelles vont évidemment devoir lire le texte avant d'entrer en ondes pour être sûr que tous les mots se disent bien. Des fois, il y a des noms de joueurs plus difficiles. Ben, parfois, ils vont les écrire en plus sonatif. Là, ils vont l'écrire au son. Ça paraîtra pas. Eux autres, ils vont le voir d'une couleur différente dans le télésouffleur. C'est des trucs qu'eux doivent faire en lisant leur texte pour être en mesure de livrer ce texte-là à Sport 30. Puis souvent, ben, un lecteur comme Yannick Plante aime quand même vraiment ça, jouer dans nos textes pour apporter une touche plus humoristique, une touche le fun, si tu veux. Il a très son style, lui aussi. Ben, oui, beaucoup. Puis justement, quand tu as un style aussi distinct que ça, ben, souvent, la manière de livrer ces textes-là, la manière de livrer les tourneurs de phrases qui sont écrites, ben, même si c'est moi qui l'écris, c'est quand même lui qui va la lire à la télévision. C'est quand même lui qui donne le rendu final. Fait que s'il veut jouer dans mon texte puis tourner une phrase différemment parce qu'il y a une idée, ben, c'est le genre de choses qu'ils vont faire. Non, c'est très intéressant. C'est ça qui est différent aussi parce que ma tournure de phrase, la même phrase peut être amenée de plein de façons différentes avec des intonations différentes. Mais si j'écris pour le web, la phrase que tu vas lire dans mon texte, il y a pas différentes façons de l'apercevoir. J'ai écrit une phrase, puis tu vois cette phrase-là sur mon texte. Fait que, il y a cet aspect-là aussi qui entre en jeu où le lecteur de nouvelles va vraiment, sans nécessairement toujours changer les textes, mais va mettre le ton, la tonalité où il veut sur nos textes pour rendre ça plus captivant pour les auditeurs. Là, il y a un but pour vrai, par exemple. Le Canadien avait marqué. C'est 1-0, let's go, come on. Puis là, je fais juste dire à Simon Bédard qui n'écoute pas présentement, mais qui va être là mercredi, sont mieux de gagner à soir parce qu'il va se faire brasser mercredi. Ah, ici, c'est hockey. Moi qui voulais échanger Thomas Tatar, le voici qui marque. On en parle plus tard. Voilà. Bissot, très intéressant. Puis je fais un lien avec la question de Jasmin qui veut savoir tes aspirations, puis moi aussi, ça m'intéresse, mais je pose la question en deux volets. Premièrement, à RDS, ça semble être brillant parce que c'est conçu pour que vous passiez par tous les rôles. C'est-à-dire, quand tu finis par lire les nouvelles, là, ça a déjà été toi qui les as écrits. Fait que tu comprends comment la machine fonctionne. Je pense que je ne suis pas le premier à avoir réalisé ça. J'imagine que c'est fait en conséquence. Ceci étant dit, est-ce que tu espères un jour être le gars qui lit les textes des rédacteurs? Bien, c'est sûr. Je pense qu'il y a n'importe qui. Puis tu sais, ça part même en allant à Jonquière. Quand on est allé à Jonquière, tous les petits gars qui vont à Jonquière, qui étudient en journalisme, bien, pour la majorité, c'est parce qu'ils veulent ressortir de là avec le stage à RDS. C'est quand même un stage qui
qui est convoité. Ce que tu as fait en passant, bravo. Ce que j'ai réussi, merci. Mais tu sais, tu rentres là, puis c'est même, tu commences en tant que tel plus bas peut-être qu'être rédacteur, parce que puis c'est un poste que je fais encore, mais tu vas commencer aux archives, par exemple. Tu sais, c'est un poste où tu feras rien de tout ce qui va être publié ou lu, mais tu vas prendre les dernières séquences, tu vas, par exemple, les archiver pour que ce soit dans les archives d'RDS. Mais ça, c'est un poste où tu vas commencer au début. Mais les différents patrons des différentes sections à RDS vont quand même se parler, vont quand même parler des différents de ton travail, de comment c'est fait. Fait essentiellement, si tu ne fais pas un bon travail aux archives, tu n'auras pas la job par la suite en rédaction. Puis si tu ne fais pas la job en rédaction, ben, tu ne pourras pas faire des topos, faire des couvertures d'événements. Fait que, c'est vraiment étape par étape pour qu'éventuellement, tu arrives à tes objectifs, tu puisses faire de la couverture d'événements, que certains chanceux comme ceux qui sont là à la télé puissent lire les nouvelles. Mais c'est quand même un très long parcours avant de pouvoir se rendre là. Puis, tu sais, je travaille à RDS, mais je suis un rédacteur, puis j'ai pas. Il y en a beaucoup devant moi qui ont fait leur parcours depuis longtemps, puis qui y arrivent, puis c'est un long parcours encore. Fait que, oui, c'est vraiment bien d'être là à RDS, mais il reste encore beaucoup de trucs à faire, puis faut encore que je fasse mes preuves à chaque jour pour éventuellement peut-être me rendre où je veux me rendre. Puis je sais que tu es aux études universitaires présentement. Est-ce que c'est un genre de plan B ou est-ce que RDS est un passage? Explique-moi comment tu as construit ça. Ben, je te dirais que c'est un plan B en ce moment, là, les études universitaires. Tu sais, mon plan A, mon plan principal, c'est toujours de rester dans le monde du journalisme. Right. De rester ça, c'est à bon RDS. d'entendre ça. Let's go! Ça reste le plan principal, mais tu sais, en sport, les heures de travail sont vraiment spéciales. On travaille beaucoup le soir. Le sport, tout se passe le soir. Donc, les heures de travail sont beaucoup de soir. En arrivant à RDS comme un nouvel employé, j'ai pas non plus un horaire 9 à 5 du lundi au vendredi. Donc, mes patrons m'ont encouragé, c'était dans mes idées, mes patrons m'ont encouragé aussi à aller chercher mon baccalauréat en relations publiques parce que j'avais le temps. J'étais pas trop occupé pour aller chercher ce baccalauréat-là, aller faire ces cours-là. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à avoir des journées de libre, aussi bien profiter de ce temps-là pour aller chercher un bac. Puis éventuellement, ben, c'est un bagage d'expérience parce que veux pas, le journalisme, c'est un métier qui est quand même fragile, qui est quand même instable. Fait qu'éventuellement, s'il arrive quoi que ce soit, ben, c'est bon d'avoir cette police d'assurance-là si jamais arrive quoi que ce soit. Puis, tu sais, mine de rien, les relations publiques, c'est quand même indirectement lié au journalisme. Là, puis même aussi, directement, enlève le 1, là, c'est directement. Ben, tu sais, c'est pas du journalisme, mais un journaliste va toujours être en relation avec un relationniste. Ce qui fait que cette matière-là que je vais apprendre à l'université dans mon bac, c'est de la matière qui peut me servir même éventuellement comme journaliste et pas seulement comme relationniste, d'avoir ces études-là, cette matière-là que j'ai obtenue à l'université en relations publiques, ben, c'est de la matière que je peux utiliser plus tard si jamais je deviens journaliste, si dans quoi que ce soit dans le monde du journalisme, je peux quand même utiliser ces cours-là et ces apprentissages-là pour devenir un meilleur journaliste. Tout à fait. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, puis je fais un cours parallèle. Moi, dans mon travail comme technicien en communication, là, c'est pile du journalisme que je fais, Bissot. Exact. Parce qu'à longueur de journée, sais-tu qu'est-ce que je dois faire? Je me fais garrocher des dizaines et des dizaines d'informations. Je dois faire un tri. Je dois décider qu'est-ce qui est plus important. Je dois faire exactement ce qu'on a appris en journalisme, mais à l'intérieur d'une organisation. Au lieu d'aller en cueillette d'informations partout à travers la ville ou la région, ben, je vais partout à travers l'école. Mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, avant de faire l'emploi, j'aurais jamais pensé que ma formation en journalisme m'aurait pratiquement directement formé pour ce genre de poste-là. Ben, le lien est très là. Puis comme je lis dans les commentaires, tu vas avoir une très belle police d'assurance. C'est un très bon choix. Ça fit avec toi, mon cher. Bah. Mais tu sais, autant je te parle de ces apprentissages-là que je vais avoir à l'université qui peuvent m'aider en journalisme, autant les apprentissages qu'on a obtenus pendant nos 3 années à Jonquière en journalisme me servent beaucoup pour réussir dans mes cours. Des apprentissages de vie, mon cher, surtout. Ben, des leçons de vie. Oui, mais tu sais, tout ce qu'on a appris, toute cette matière-là, c'est quand même la matière qui m'aide à plus facilement comprendre, à plus facilement assimiler cette matière-là qu'on voit en relations publiques, même si c'est un monde quand même complètement différent parce qu'en journalisme, on a l'habitude d'avoir le contrôle des entrevues, de poser les questions. En relations publiques,
c'est complètement l'inverse. C'est toi qui tires le bâton. J'ai absolument pas le contrôle. On me pose des questions, puis je dois être préparé pour les questions qu'on me pose. Fait que c'est deux mondes différents, mais qui sont vraiment étroitement liés quand même. Non, c'est très intéressant. C'est cool de t'entendre parler de ton parcours et de comment ça se passe pour toi. Ça semble bien aller à t'écouter parler. Jusqu'à présent, oui. Ben, c'est très gentil, mais jusqu'à présent. J'allais le dire. Un journaliste curieux. Sinon, c'est un curieux journaliste. J'allais citer André, là, parce que c'était trop. Je vois tout le monde, Jasmin, Ced, dans le chat pour la rediffusion, je l'ai dit, là. C'est hot que vous soyez là. Ça me permet de faire des petits insights. Mais oui, en effet, comme tu le disais, c'est cool de constater que ça va bien pour toi. Bissot, t'allais-tu ajouter quelque chose ou? Non, fais pas de malaise, là, voyons donc, là. Ben, je croyais que un podcast, pas le droit d'avoir de froid ici, mais non. Non, c'est pas l'animateur, j'attendais la question. Non. Ben oui, c'est à moi à gérer les erreurs, puis je la prends sur moi. J'ai même dit que chez Weber avait marqué au début, puis c'était pas vrai. Moi, ça me stresse pas avec ça, j'enchaîne. Là. Ben non. Donc, écoute, on a parlé de différents des postes, puis là, quand vous me voyez la tête baissée de même, parce que je regarde ma feuille, là, il y en a un dernier que je connais très bien, mais que les gens ne connaissent pas trop non plus. C'est la gestion de communauté. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ces termes-là, là. Gestion de communauté, là, ce sont des beaux... c'est vraiment très significatif de la langue française. Ouais. Des beaux mots pour dire très peu, là, dans le fond, de la gestion de réseaux sociaux. Puis RDS, c'est quelque chose parce que c'est pas juste une page qui compte beaucoup d'abonnés. C'est une page qui touche des sujets qui touchent beaucoup les gens. C'est-à-dire qui pose du contenu qui va être très, très réactif dans la population. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gestion à faire. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que fait un gestionnaire de communauté à RDS? Ben, à la base, tu l'as dit, ça s'occupe des réseaux sociaux. Puis quand on parle de réseaux sociaux, RDS, une plateforme comme RDS est sur littéralement n'importe quoi. RDS a évidemment le compte Facebook, un compte Twitter pour informer. RDS a un compte Instagram sur lequel on diffuse des nouvelles, par exemple. On diffuse aussi le nouveau bulletin S3 qui est animé par Benoît Baudouin. C'est une nouvelle technologie qui arrive tranquillement, pas vite, pour s'adapter au changement du monde du journalisme. Donc, un gestionnaire de communauté va s'occuper, de partager tout ce qui est nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas juste de partager, c'est aussi de comprendre quelles nouvelles vont faire réagir les gens, quelles nouvelles sont les plus intéressantes. Une nouvelle sur le Canadien, on n'a pas à se poser de questions. On sait que ça va faire réagir les gens. On sait qu'il va y avoir de l'interaction, des likes, des commentaires, que les gens vont vouloir discuter. Mais il y a d'autres sports, évidemment, qui sont moins populaires globalement. On a toujours des athlètes québécois qui vont, peu importe ce qui se passe. Par exemple, je vais prendre le tennis. Si je partage un article de Félix Auger-Aliassime, je sais que je vais avoir des commentaires, que je vais avoir de l'interaction parce que c'est quelqu'un que les gens apprécient. C'est un jeune que les gens aiment suivre et veulent se voir développer. Si je partage une finale de tennis d'un tournoi ATP 250, dont on ne connaît pas nécessairement les personnes qui sont en finale, ben, même si nous, les amateurs de sport qui connaissent pratiquement tous les sports, on est quand même intéressés à savoir ce qui se passe généralement, ben, ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé par ces nouvelles-là. Puis, au final, ben, si je partage des nouvelles qui ne sont pas aimées ou qui ne provoquent pas de l'interaction, ben, c'est les chiffres d'RDS qui sont moins bons. Puis, c'est moins bon aussi pour les algorithmes. Faut travailler avec ces algorithmes-là. Donc, c'est toujours important de partager les bonnes nouvelles au bon moment pour faire réagir les gens, pour essayer d'avoir de l'interaction. Le choix éditorial est très important. Exactement. Ça doit toujours suivre une ligne. C'est le hockey qui pogne le plus au Québec. Les gens sont intéressés par le hockey. Fait que de ce côté-là, on sait toujours qu'on n'en aura pas de problème. Mais pour les autres sports, il faut choisir les bonnes nouvelles à partager. Puis là, je vois, le tournoi des maîtres en fin de semaine, exact. En fin de semaine, c'était le tournoi des maîtres. Donc, il y en a du contenu sur le tournoi des maîtres. Il y a eu des trucs d'un coup. Il y a les articles à la fin de chaque ronde. Très bon tournoi, hein? Très, très bon tournoi. Ben, ça a chauffé! Mais vraiment. Malheureusement, le petit Xander Schauffele, pas capable de gagner. Quel snipe de Nick Suzuki en powerplay. C'est 2-0 ce game-là. Solide, ça. Je suis content d'avoir ma game ouverte en arrière. Mais pour revenir au Masters, Xander Schauffele, Bissot, 8 dernières places depuis la dernière fois qu'il a gagné. Et c'est pas en fin de semaine que ça a changé. Ça a dû pogner les posts sur le Master. La victoire de Matsuyama, j'imagine que les gens ont dû interagir avec ça. Mais là, comme notre temps est limité, je te laisserai pas répondre à ça. Non, je te pose une question, une dernière question par rapport à ça, parce qu'il y a eu
pas un scandale, là, mais une mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui. Mon commentaire a été délité sur la page d'Absolument Fan. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Ça me vient de poser la question, vous faites quoi avec les commentaires de hate sur la page de RDS? Qu'est-ce que vous gardez? Quelle est la ligne à ne pas transgresser? Ben justement, tu parlais des différentes tâches qu'on doit faire. C'en est une, de la gestion de commentaires. Pour ce qui est du site web, là, on a une plateforme qu'on utilise. Donc, tous les fameux commentaires sont... du site web, hein? Exactement. Genre Bulbul 85, là, maudit Bergevin. Exact. Hein? On a une plateforme pour gérer ces commentaires-là parce qu'RDS, sous les articles, c'est comme un blog. Donc, tout le monde peut interagir. Donc, on a accès à ces commentaires-là. Les gens peuvent les signaler. Puis quand c'est signalé, ben nous, on utilise cette plateforme-là pour les supprimer quand il y a lieu. Tu parlais de la ligne à ne pas traverser. On demeure un média. Donc, moindrement qu'il y a un sacre, moindrement que tu insultes quelqu'un, moindrement que… C'est supprimé? Le commentaire est supprimé, oui. OK. Les gens ont droit à leur opinion, puis il y en a qui débattent des fois, puis il y en a qui expliquent pourquoi ils n'aiment pas les opinions. Mais si je m'en vais t'insulter solidement, ben c'est sûr que ce commentaire-là, si il est signalé, ben nous, on va le supprimer évidemment parce qu'on veut RDS veut donner une plateforme à ses lecteurs pour pouvoir discuter, pour pouvoir donner leurs opinions. Mais cette plateforme-là, pour que ça reste viable, il faut quand même que ce soit fait dans le respect. Puis, c'est une des choses qu'on fait, évidemment, on gère ces commentaires-là. Sur Facebook, parfois, ça peut déraper pas mal plus. Sur Facebook, il y a des commentaires. C'est rare qu'on supprime des commentaires sur Facebook, là, à moins que ce soit vraiment quelque chose. Là. Ouais, c'est sûr, là. Sur Facebook, on laisse quand même les gens commenter. Puis plus ça va, plus les gens aiment qu'on commente avec le compte de RDS. Ouais, c'est vrai, souvent, on utilise des GIFs. C'est sûr qu'en étant avec le compte d'RDS, on ne peut pas nécessairement donner d'opinion. On doit rester en largeur. On ne peut pas donner une opinion sur quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais quand les gens commentent quoi que ce soit puis qu'on leur répond avec des GIFs, c'est le genre de choses que les gens aiment vraiment beaucoup parce que, bon, évidemment, ça leur donne un certain sentiment d'attachement avec RDS, de voir que ce média-là te répond en niaisant. Ben, c'est sûr que pour eux, c'est plus le fun puis ça leur donne l'impression que, RDS, c'est pas juste un média qui nous donne de l'information, mais c'est quand même funné un peu tout ça. Ça raccroche, là. Ça exact. Bien, oui. Ça, c'est le genre de choses que les gens aiment beaucoup, qu'on réponde, qu'on commente, qu'on commente, là, qu'on réponde à leurs commentaires. C'est le genre de choses que les gens aiment beaucoup. C'est rare qu'on répond avec des mots, qu'on répond avec des phrases, tout ça. Mais faut pas que ce soit mal interprété, hein? Exactement. Faut pas, puis on est prudent avec ça, mais on se permet quand même d'y aller des fois avec un ton plus léger, rire avec les gens. Des fois, il y a des phrases qui sont dites, puis les gens comprennent qu'on niaise, puis des fois, les gens comprennent que c'est des erreurs qu'ils font en commentant des choses. Les gens trouvent ça drôle. Je te prends un exemple qui est arrivé récemment, il y a quelques semaines peut-être. Il y a quelqu'un qui voulait corriger une formulation de phrase où je pense que c'était une expression qu'on avait utilisée, expression qui avait été bien utilisée, puis c'est cette personne-là qui a corrigé avec une erreur. Il y a quelqu'un qui a répondu un peu en niaisant en disant que finalement, c'était pas ce que l'Office de la langue française disait. Puis, en partageant la page, le lien Internet. Je pense que j'ai vu ça. Ça, c'est le genre de choses que les gens trouvent drôles. Sans nécessairement. Ça personnalise, la grosse page. Sans nécessairement être too much, ça, c'est le genre de truc que les gens aiment qu'on réponde, qu'on niaise un peu avec eux. Puis évidemment, on le fait pas sur tous les articles là, parce qu'à un moment donné, ça viendrait redondant puis ça perdrait un peu de sa valeur ajoutée. Ça serait plus spécial. C'est ça, mais quand tu le fais, une couple de commentaires par jour, tu réponds, les gens, tu fais leur journée, ils sont vraiment contents d'avoir pu parler puis d'avoir pu répondre un peu avec RDS puis avoir du fun. Puis souvent, ce qui fait le plus pogner présentement, c'est Cole Caulfield, évidemment. Donc, c'est le genre d'article où on se permet des fois, une fois de temps en temps, une petite réponse ou un GIF. Puis c'est vraiment, les gens apprécient, les gens trouvent ça cool. Non, c'est très, très, très bonne réponse en plusieurs volets, là. Concernant ça, les gens ne savent pas, là, moi non plus. Là, je fais comme si je savais. Non, mais c'est parce que je suis dans cette industrie-là. Fait qu'il y a des choses que je prends pour acquis. Là. Mais pour les gens qui ne sont pas dans le monde des médias sociaux, c'est tellement, tellement complexe. Tellement de dossiers touchés où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On le garde ça, on ne le garde pas, on répond pas. C'est pas évident. Très, très intéressant. Bissot, on va pouvoir déborder un peu du temps qu'on avait initialement. Là. Ne t'en fais pas, on n'aura pas que 5 minutes.
pour parler des Excellent. transactions. On va y aller jusqu'à 40. Si notre ami Maxime Saint-Michel est sur le podcast, bien, on est 10 minutes en retard. S'il ne l'est pas, bien, il l'apprendra en temps et lieu. On va pouvoir déborder avec lui aussi. Là. On n'est pas stressé en ce lundi soir. Bissot, tu nous as préparé 4 transactions. Non, 5 transactions, mais en tout cas, on va faire ce qu'on a le temps de faire. Là. Exactement. On dit 804 points. On va essayer de les passer rapidement parce que ce sont les 4 points les plus qui ont retenu notre attention de cette date limite. Pas seulement aujourd'hui, mais bien dans les derniers jours. Premièrement, Taylor Hall avec les Bruins de Boston. Et ça, ma foi, pour ne pas dire ma parole, c'est le style de cette date limite-là des transactions. Quand le gars a gagné un trophée Hart il y a moins de 5 ans et que tu ne donnes pas un premier choix, c'est exceptionnel pour moi. Ben vraiment, tu t'en parles, pas de premier choix. Ça a été Taylor Hall et Curtis Lazar, qui a autrefois été un bon espoir quand même. Curtis Lazar, en retour d'Anders Bjork et d'un choix de 2e tour, ce qui est honnêtement vraiment pas beaucoup. Tu sais, Taylor Hall connaît des difficultés cette année. C'est pas facile, mais le gars joue quand même à Buffalo. Le gars est privé de son Le gars est le meilleur passeur du club, là aussi. Là. Ou dans les meilleurs. Il n'avait pas beaucoup de buts, mais je crois qu'il y avait genre 20, exact, je pense 21 passes, si 22 je passes. ne me trompe pas, c'est 2 buts, 17 aides pour 19 points en 37 matchs. Mais tu sais, il a été privé depuis quelques semaines aussi de Jack Eichel. Donc, il y a ça qui n'aide pas, évidemment, d'être privé de ton centre étoile avec qui tu étais supposé jouer en signant. Donc, ça ne va pas particulièrement bien pour Taylor Hall. Mais là, Taylor Hall se ramasse avec les Bruins de Boston, qui sont une équipe avec de l'expérience, une équipe ils ont des joueurs qui ont remporté la Coupe Stanley. Premier trio exceptionnel à Boston, là, Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak. C'est assez incroyable. Taylor Hall va amener une touche offensive vraiment intéressante à Boston. Je pense à l'avantage numérique. Là, présentement, Boston, évidemment, a perdu les services de Charlie McAvoy. Donc, du côté de l'avantage numérique, on se retrouve sur la première vague avec Steve Kampfer, un défenseur qui a 1 but en 13 matchs cette saison. Grizzly qui est où? Blessé aussi, si je ne me trompe pas. Grizzly, McAvoy et Miller sont blessés chez les défenseurs. Là, en plus, on n'en parlera pas, mais les Bruins qui sont allés chercher Mike Riley, si je ne me trompe pas. Oui, ben c'est leur nouveau carrière. Et Mike Riley, juste dire 19 passes en 40 matchs. C'est incroyable, ça. C'est sa meilleure saison en carrière. Seulement -2 avec les sénateurs d'Ottawa. Mike Riley, qui dans mon cœur est Monsieur Turnover, ne l'a pas été tant que ça cette année. Non, puis c'est ça. Fait que, on va parler évidemment plus de Hall que de Riley, mais Riley qui est quand même une bonne acquisition pour les Bruins. Du moins, jusqu'à temps qu'il y ait certains joueurs qui reviennent, puis pour essayer de finir la saison en beauté. Je ne savais pas que Kampfer était sur le premier avantage numérique. Aïe, ils sont pas allés chercher plus de défense que ça, Boston, d'abord. Écoute, c'est possible. J'ai peut-être manqué quelques transactions. Non, j'ai rien vu d'autre, moi, de leur côté. Mais tu sais, la grosse transaction, là, vraiment, à la défense, ça a été grosse transaction. Ça a été Mike Riley. Ils ont donné un 3e tour. Exactement. Fait que, tu sais, quand même, mais Mike Riley connaît une bonne saison, puis va pouvoir quand même aider de ce côté-là. Offensivement, ils ont besoin de ça. Là. C'est ça. Puis pour revenir à Kampfer, qui est sur la première vague d'avantage numérique, en ayant Taylor Hall, on s'entend que Taylor Hall risque d'avoir son temps et ses occasions sur l'avantage numérique. Je serais surpris qu'on ait. Il me semble que c'est un gaucher. Hall est peut-être plus que moi. Donc Taylor Hall va avoir son temps en avantage numérique. Si on regarde du côté des trios, risque de jouer sur un trio avec Nick Ritchie et David Krejci. Donc, Taylor Hall, j'ai l'impression, va être beaucoup mieux entouré à Boston, dans un environnement beaucoup plus gagnant que ce qu'il a connu dans sa carrière, parce qu'on ne se le cachera pas, là, les Bruins ne sont pas allés chercher Taylor Hall pour son expérience en série. C'est seulement 14 matchs en carrière en série pour Taylor Hall. C'est sûr que quand tu joues avec les Oilers, les Devils, les Coyotes et les Sabres, les séries se font assez rares de ce côté-là. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir un nouveau Taylor Hall, une nouvelle facette de Taylor Hall avec les Bruins. C'est ça. Ça se peut-tu? Oilers, Arizona, New Jersey, Buffalo cette année. C'est ça. Puis, tu sais, Taylor Hall, c'est pas une surprise non plus là, à Boston, parce que Taylor Hall en parlait cet été, on en a parlé, ou cet été. Il voulait pas aller jouer là? Exactement. C'était dans les équipes qui en faisaient partie. J'ai pas les détails là, de qu'est-ce qu'il a fait exactement qui est allé à Buffalo. C'est probablement des côté salarial. Là, je peux pas croire que c'est autre chose. Les Browns n'avaient pas 9 millions, c'est sûr que non. Mais exactement, alors que les Sabres l'avaient. Au final, il va quand même se ramasser là. 50% du salaire qui est retenu aussi par les Sabres dans cette transaction-là.
pour que ça fitte sur le cap salarial. Donc, honnêtement, c'est un excellent échange là, de Mais la ça part des passe ou ça Bruins. casse? Ben, On c'est ça. s'entend? Ça passe ou ça casse. Mais je pense que présentement, c'était Carson Coleman qui était sur le deuxième trio des Bruins. Donc, Taylor Hall va avoir sa place, va avoir ses occasions. Puis écoute, Moi, le j'ai premier trio regardé leur roster tantôt à NHL. Lui, là, exact. Carson Coleman, il est 75 overall, attaquant top 6 inférieur, attaquant Ben, c'est ça. 6 C'est inférieur bas. inférieur. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, en allant chercher Taylor Hall, ben, au moins, ça replace Carson Coleman à la Pas que je bonne me fie place. là-dessus, là, mais. Ben, ça donne une idée quand même. Tu sais, le premier trio des Bruins, sur tous les buts des Bruins cette année, le premier trio, là, donc Marchand, Pasternak et Dis-moi pas Bergeron, 50%, là. c'est 51 buts. Ah, Mais attends, les 51 trois buts. autres trios, donc là, j'ai pas comptabilisé les défenseurs, là, mais tous les autres attaquants qui ont joué, c'est 38 buts. Ouh, Fait que c'est beaucoup ouh. plus que 50% qui ont été marqués uniquement par le premier trio de l'équipe. Je n'ai pas départagé Ben, ils n'ont pas de l'avantage numérique. profondeur, en effet. Ils ont plus de profondeur, Exactement. là. Donc, tu sais, avoir un Taylor Hall sur le deuxième avantage numérique, en fait, sur la deuxième ligne et sur l'avantage numérique, ben, ça donne une belle profondeur aux Bruins pour faire un bon bout de chemin. Puis faire un push d'ici la fin de la saison. Là, je pense qu'ils sont quatrième dans leur division en ce moment. Ben, Ils ont peut-être perdu que 8-1 là, contre Washington quand ils ont fait ce c'est move-là. ça. Fait que, tu sais, peut-être que cette acquisition-là va leur permettre de faire le dernier push, puis peut-être aller chercher quelques points, peut-être finir deuxième, troisième. Donc, honnêtement, cette transaction-là, c'est la meilleure transaction que les Bruins pouvaient faire. Puis, tu sais, donner un deuxième tour, les Bruins, ce ne sera pas un deuxième tour très tôt non plus. Ça va être passé la moitié de la deuxième ronde. Et Anders Bjork, Ça marche pas pour lui, Bjork. Je sais pas ce qui arrivait avec lui. il n'y a rien qui a ça débloqué. marchait vraiment pas. Là. Tu sais, Bjork Fallait a qu'il parte, 24 ans, il n'y a rien qui a débloqué. Fait que peut-être que pour lui, avec une équipe comme les Sabres, ça va peut-être lui donner l'opportunité d'avoir plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Peut-être que ça va débloquer. Tant mieux si ça débloque. Reste que donner Anders Bjork pour aller Ça chercher commence Taylor à en faire Hall. beaucoup à débloquer, par exemple, à Buffalo. Là. Ben, je veux ça, pas c'est sûr. faire Non, mon c'est- pessimiste, mais il se trouve pas mal beaucoup de défis. Là. Ben, vraiment. Okposo, Skinner, Eakin, etc., tout en haut de 2 millions. Et sans parler de Skinner, son fameux contrat. Puis là, Bissot, je fais un lien. Ouais. Sans qu'on puisse conclure là-dessus, vu que j'avais trop un beau lien à faire, il y a une équipe qui s'est réjouie de cette transaction-là, qui habituellement aurait été en tabarbip. Tu parles ici des Maple Leafs de Toronto, eux autres sont contents, je ne joue pas contre les Blues, tu t'en veux pas aux autres. Ils vont peut-être les pogner en série, tu vas me dire OK, mais d'après moi non. D'après moi non. Washington va s'occuper d'eux autres. Ben, c'est ça. Fait que d'après moi, Toronto a juste fait tant pis pour Boston, ils viennent de perdre un choix. Ils passeront pas anyway. Écoute, moi, c'est mon avis, tout peut arriver. Mais j'ai l'impression que Toronto était bien content de ne pas être dans la division des Bruins l'année où ils vont chercher Taylor à un deadline. Ben, c'est c'est ça que je voulais dire. Là. Ben, fait que pour parler des Leafs, cette transaction de Nick Foligno à 3 équipes, un coup de maître, là, faut le dire. Là. En général, du DG Carl Dubus. En général, là, Carl Dubus a fait un travail vraiment assez exceptionnel. Là, j'ai envie de dire, a fait du bon travail là, pour la date limite des transactions. Il est allé chercher les éléments qu'il avait besoin d'aller chercher. Les Maple Leafs n'ont pas besoin d'un joueur de premier trio avec les joueurs qui payent, avec les joueurs qui jouent là. Non, ils ont Alex Galchenyuk. Ben voilà, Alex Galchenyuk avec. Mais on s'entend que n'importe qui joue sur le même trio que Mitch Marner puis Austin Matthews, c'est pas difficile d'amorcer des points non plus. Mais ton bâton à terre. Ben c'est ça, t'as rien d'autre à faire que ça. Mais ceci dit, les Maple Leafs devaient aller chercher des joueurs beaucoup plus de profondeur, j'ai l'impression, pour. Puis c'est ça du leadership. Exactement. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec Nick Foligno. Tu sais, Foligno, c'est plus le joueur qui a été là, cette saison, c'est 16 points seulement. Mais on n'est pas allé le chercher pour faire des points, on n'est pas allé le chercher. Nick Foligno a seulement 33 ans. On a donné un choix de premier tour et 2 choix de quatrième tour au final, là, parce qu'il y en a un qui est allé à San Jose, il y en a un qui est allé à Columbus. Mais on paye seulement 25 du salaire de Nick Foligno, ce qui équivaut à 1 375 000. Foligno va jouer probablement sur une 3e ligne à Toronto, donc c'est une excellente acquisition, ça, de la part des Maple Leafs. Il y en a qui vont dire que c'est payé cher, reste que pour que tu payes seulement 25 du salaire d'un joueur, il faut que tu donnes à quelque part. Puis honnêtement, les Maple Leafs, on croyait qu'ils avaient les mains liées. C'est sûr qu'avec Frédéric Anderson, si je ne me trompe pas, il est sur la liste des blessés à long terme. Donc, c'est quand même 5 millions de plus que Kyle Dubas pouvait utiliser. Mais ça reste quand même qu'il a été en mesure de faire rentrer ça sur le cap salarial avec une bonne transaction comme ça, en payant pas beaucoup.
Donc, c'est Ben, exactement on le s'entend genre de les Leafs joueur. n'ont pas besoin de repêcher, là. Ben, Ils exact. ont Là. Robertson qui pousse et ils en ont Ben, c'est plein, ça. là. Puis, Des puis, defs à pelleter, Lilligren, etc., etc. Écoute, puis tu parles de repêchage, là, honnêtement, avec les transactions qui ont été faites aujourd'hui, là, les Leafs se retrouvent à avoir 3 choix au repêchage l'an prochain. Puis attends, là, c'est seulement 3? 2, 5 et 6. OK. Et 3 en 2022, 1, 2 et 6. Je te crois pas. Ils ont tous Fait aidé leur choix. Ils ont tradé gars, du whatever. 2021, du 2022. Fait que, tu sais, de ce côté-là, anyway, les Leafs, ils vont pour un push et ils ont fait cette bonne acquisition-là. Puis ça a été suivi aussi par l'acquisition d'un gardien. Aussi, hier soir, là, les Leafs ont bougé beaucoup plus hier soir. Les Flames payent 50% de son salaire à David Rittich. Ben, aussi, encore une fois. Ben, puis on a donné un choix de 3e tour du côté des Maple Leafs en 2022. David Rittich est un 2e gardien il gaulera pas, plus que respectable. Il va gauler un peu, là, mais... il va gauler pour le moment, le temps que Frédéric Anderson revienne. Puis quand Anderson va être là, ça va être Anderson Campbell. Puis, tu sais, je veux dire, David Rittich est plus là pour prendre... Police d'assurance, ouais. Ben, exactement. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, ben, au moins, il y a lui qui est là. C'est un bon move, là, parce qu'en ce moment, tu as Jack Campbell qui est tout feu, tout flamme depuis le début de la saison. 11 victoires. Ben, c'est ça. Là, c'est 2-0. Mais tu sais, il est 11-0 depuis le début de la saison. Jack Campbell ne continuera pas comme ça toute sa carrière. Ben, toute sa carrière est rendue quand même déjà à 29 ans. Là. Mais ça va arrêter à un moment donné. Puis c'est fragile parce qu'on ne sait pas comment il va réagir le jour où ça va arriver. Le jour où il va enchaîner 2-3 défaites de suite, on ne sait pas s'il va être capable de se replacer. Fait qu'au moins, en allant chercher David Rittich, ça nous donne cette certaine police d'assurance-là, même si ce n'est pas un gardien numéro 1, même s'il ne va pas gauler 10, 15, 20 matchs d'ici la fin de la saison, ben, ça nous donne quand même cette police d'assurance-là que s'il arrive quoi que ce soit, on a un gardien numéro 2 potable le temps que Frédéric Anderson revienne dans cette équipe-là. Donc, moi, j'aime cet échange-là. Même si on donne un choix de 3e tour, c'est en 2022, j'aime cet échange-là d'aller chercher ce gardien-là qui est en ce moment là, avec Frédéric Anderson quand il va revenir. Ça va être le 3e gardien de but de l'équipe. Ben, au moins, jusqu'à son retour, jusqu'à l'arrivée en série, ben, au moins, il va avoir lui qui va être là pour épauler. Il a montré des belles choses l'an dernier quand même. Ça a été plus dur pour lui cette année, mais c'est quand même un gardien qui a du hockey d'Europe. Ben oui. Beaucoup dans le corps. Il est arrivé dans la LNH, pas repêché, un petit bijou trouvé par les Flames en République tchèque. Puis c'est quand même incroyable, ce gars-là. Il est rentré avec les Maple Leafs de Toronto. Exact. Peut-être inscrira-t-il son nom sur une coupe cette année s'il joue assez de matchs. On sait jamais. La fin de la saison, on ne sait jamais. Imagine, c'est lui qui mène les Leafs, c'est le gardien sauveur. Ça pourrait. Si Galchenyuk joue sa first, ben ça se peut bien qu'il devienne starter. Regarde, ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, tu sais, en plus, Toronto aussi, puis là, j'en profite pour enchaîner, là, mais Toronto a fait on va skipper Manta. On va skipper Manta, puis on va finir avec le Canadien. Ben, c'est correct, mais rapidement, là, Toronto est aussi allé chercher un défenseur. On s'entend que la défense des Maple Leafs, c'est quand même... on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Ça peut changer. Tu sais, on a Jake Muzzin, TJ Brodie et Morgan Riley qui sont un bon top 3 là, à la défense. On va s'entendre là-dessus. Cette saison, tu as Justin Hall qui a été quand même surprenant. Là, honnêtement, il s'est implanté comme un défenseur, un bon 4e défenseur. Il fait bien son travail. Ça a l'air que ça chiale pas mal contre là à Toronto, mais moi, je le trouve quand même bon. Ben écoute, moi, je trouve que il en donne déjà plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, de ce côté-là, c'est excellent. Puis il y a une prolongation de contrat qu'il y a eu en début d'année, je crois. Ou à la fin de l'an dernier, mais en tout cas. Ça se peut. Mais tu sais, Justin Hall fait le travail, mais la défense des Maple Leafs pourrait tomber à tout moment. On ne le sait pas. Donc, cette acquisition-là de Ben Hutton contre un choix de 5e tour en 2022 va venir renforcer un peu les défenseurs 4 à 7. Parce que là, présentement, les défenseurs 5 et 6, c'est Zach Bogosian et Travis Dermott. Donc, c'est une autre bonne acquisition de Carl Dubas qui n'aura pas coûté grand-chose, mais qui va quand même lui permettre d'avoir, encore une fois, on en parle depuis le début, mais une bonne police d'assurance si jamais arrive quoi que ce soit de ce côté-là pour la défense des Maple Leafs. Non, bien dit. Puis lui, il s'est promené, le petit Ben Hutton, là, depuis son départ des Canucks. Là, s'est promené à LA Kings, Anaheim et maintenant de retour au Canada à Toronto. Ben, 3 bonnes acquisitions pour les Leafs. Ça va être à surveiller. Puis risque d'avoir besoin de renfort avec ce qu'on voit en première période ce soir. Ils se font outplay par le Canadien. Je pense que les tirs, c'est 11-3 jusqu'à maintenant avec 12 secondes. Ouais, 11-3 avec 10 secondes à faire en première pour le Canadien qui mène 2-0. C'est quand même pas pire pour ceux qui n'écoutaient pas le match. Et en terminant, on va parler de ce beau Canadien de Montréal. Je peux trouver de plus bel adjectif parce que moi, j'étais un petit peu fâché contre les Canadiens depuis le match de samedi. J'ai pas aimé la combativité de la 3e période.
pour une équipe qui ne joue pas 600, là. Et j'ai trouvé qu'on se la coulait douce un peu. Ben, ça, Mais c'est sûr. Bissot, Marc Bergevin a vu la même chose que nous parce qu'il n'a pas beaucoup dormi en fin de semaine. Ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et il a été sur son téléphone, comme il l'a confirmé en conférence de presse tantôt. Ben oui. A parlé à pratiquement toutes les équipes. Tous les DG, savoir qui était disponible. À le voir sur son téléphone, là, j'espère que s'il n'envoyait pas des s'il jouait à Candy Crush, j'espère qu'il est niveau élevé. Ouais, parce que passer du temps à tabarouette. Souvent là-dessus. Ben, exactement. Au final, ça va y avoir permis de faire l'acquisition de 2 défenseurs qui vont apporter une profondeur aux Canadiens. Je pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Évidemment, le Canadien a besoin d'un défenseur top 4, le gaucher. Mais ça il n'y a personne. Un droitier, Bissot. Va chercher 2 devs, 2 gauchers. Ben, besoin d'un petit droitier, puis la troisième part, on avait Juleson, il wave. Le petit Mété, gaucher, je comprends. Ben, le wave, on le mais perd. tu sais, on a envoyé Juleson au balotage pour garder Mété, pour finalement renvoyer Mété au balotage. Bon, là, présentement, Juleson, présentement, c'est pas rose. Là. Il a joué 4 matchs. Là. Je pense qu'il y a encore des problèmes, les mêmes problèmes qui sont revenus. Donc, de ce côté-là, je pense pas que Juleson aurait pu faire quelque chose cette année. Pas de regret. Reste que j'ai quand même hâte de voir parce que si Bergevin avait une grosse acquisition à faire, c'était un défenseur gaucher. Mais regarde, cette année, il n'y a pas la place sur le cap salarial présentement pour ça. Il y a Ben Sherrod qui va revenir d'ici quelques semaines. Puis je pense pas que Marc Bergevin est au point où il est prêt à sacrifier ses meilleurs espoirs pour aller chercher un défenseur gaucher. On a tous vu la même chose samedi. Ça servait à rien d'overpay pour aller chercher un gars que, s'il est en fait de contrat, sûrement tu ne peux pas signer. Ben, s'il y a un contrat à long terme, il va falloir que tu payes encore plus cher. On a tous vu la même chose samedi. Ben oui. Ça se peut que le club gagne. Mais de là à faire un move ultra risqué, gros risques de se brûler. Ben, c'était pas le moment. Puis c'est pour ça que j'aime les 2 acquisitions quand même de Marc Bergevin. Tu sais, Eric Gustafsson, ça a coûté, écoute, un choix de 7e tour, il y a 50% de son salaire qui est retenu. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut de plus dans cette transaction-là. Là, écoute, mais une chose que je peux te dire, c'est que Philadelphie ne voulait plus le voir en tabarouette. Ben, exactement. Puis tu sais, Eric Gustafsson a quand même un excellent potentiel offensif. Puis là, tu sais, il a déjà fait 60 points dans la Ligue nationale avec les Blackhawks il y a 2 ans. Il ne fera pas 60 points. C'est pas un défenseur qui va faire 60 points régulièrement dans la quand il joue, il stats. Ben oui, puis Eric Gustafsson a ce potentiel offensif-là quand même de faire des points. Fait, même si cette année, il les a pas, ces points-là, même s'il les a pas fait, il y a 10 points en 24 matchs cette année. C'est ça. Mais même s'il les a pas, ces points, il a quand même ce potentiel offensif-là de faire des points, d'amener quelque chose d'intéressant aux Canadiens. Va permettre d'aider le Canadien à souffler un peu mieux jusqu'à temps que Ben Sherrod revienne dans la formation. Puis après ça, c'est de la superbe profondeur. Il va pouvoir jouer possiblement sur un 3e duo avec Romanov, peut-être. Je ne sais pas comment on va gérer les effectifs. Faire débarquer Kulak, là, s'il te plaît. Je ne sais pas comment les effectifs vont fonctionner. Quand Sherrod va revenir, on a déjà les 4 défenseurs. On sait qu'ils vont avoir leur place. Rendu là, pour les 2 derniers spots qui vont rester, tu as Romanov, tu as Gustafsson, tu as Merrill, qui a été justement acquis hier. Puis, qui est sous-estimé, lui. Qui est sous-estimé, John Merrill, un bon défenseur, solide défensivement. T'en parles pas d'erreur, ce gars-là. Écoute, pour que tu finisses, pour que tu aies un différentiel de +2 avec les Red Wings de Détroit qui sont à moins 43 cette année, c'est parce que tu fais quelque chose de bien à quelque part. Là. Puis je pense que cette acquisition-là de Marc Bergevin est vraiment sous-estimée. Puis on rit beaucoup, là, on va aller à la coupe avec ça, on va aller à la coupe, là, mais même si John Merrill, ce n'est pas le joueur exceptionnel qui va nous amener à la Coupe Stanley, c'est le joueur de profondeur qui est extrêmement bon à avoir dans une équipe. Ça n'a pas coûté si cher. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 195 livres. Bon défensivement. C'est une bonne acquisition, honnêtement, de ce côté-là aussi. Puis c'est le genre d'acquisition qu'on pouvait s'attendre là, de Marc Bergevin. Parce que tu sais, côté offensif, je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit vraiment à ajouter. On aurait pu aller chercher un joueur, un Mike Hoffman. C'est sûr que tu peux toujours en ajouter, mais offensivement, le Canadien est très bien balancé sur ses trios. Bâti pour les séries. En série, là, tu joues des matchs, c'est un gros push tout le long. Fait qu'avoir des trios bien balancés comme ça te permet pour Dominique Ducharme de bien gérer ses trios. S'il y a un trio qui va moins bien une soirée, ben, les 2 autres trios sont capables d'en prendre plus. Les 3 premiers trios sont des trios qui sont capables de prendre des grosses minutes dans un match quand même. Donc, offensivement, c'est bien balancé pour les séries. Fait que de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y avait grand-chose à faire pour Marc Bergevin. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était à la défense.
Il est allé chercher un défenseur numéro 7, un défenseur, tu sais, des bons défenseurs de profondeur. Puis pour cette année, je pense que c'est ce qu'il y avait à faire parce que je ne suis pas d'avis que le Canadien est à un défenseur top 4 d'être prétendant à la Coupe Stanley. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Puis pour cette année, je n'aurais pas été prêt à donner des gros espoirs, les espoirs qu'on appelle des espoirs A. Là. Je ne pense pas que Marc Bergevin était prêt avec un coach par vu. intérim, avec, tu sais, faut donner la chance au coureur quand même. Le contexte n'est pas évident. Là. Je ne parle pas de la pandémie, là. Je parle surtout du changement de coach, le fait qu'il y a énormément de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans les 6 derniers mois. C'est quand même un nouveau coach. Tu prends l'équipe il y a 8 mois, écoute, il y a à peu près 13 individus dans la jambe qui sont différents. C'est quelque chose, là, dont le coach en chef. C'est ça. Puis il ne faut pas oublier non plus, le Canadien l'année dernière a terminé 24e. En ce moment, le Canadien classe à peu près 15-16e. Là. On ne peut pas vraiment demander plus. On ne peut pas demander plus à une équipe. Là. Tu ne peux pas passer du 24e au 5e rang. Ça prend cette amélioration-là. Puis l'année prochaine, on pourra dire, OK, là, il faut que le Canadien soit dans le top 10. Là, c'est l'heure que les Suzuki, Kotkaniemi se lèvent plus, que ces joueurs-là aient un vrai impact dans l'équipe. Mais pour cette année, on ne peut pas demander plus que de faire les séries. Là. Hey, on a fait les séries l'année passée à cause de la pandémie, mais on était 24e au classement du côté du Canadien. Cette année, ils sont à peu près au 16e rang. Fait que je ne pense pas que c'était le moment pour Marc Bergevin de faire la grosse acquisition. Puis ces acquisitions-là vont permettre aux Canadiens de peut-être faire un petit bout de chemin quand même en série, de donner du repos à certains joueurs si c'est plus difficile. Puis c'est exactement. Il y a une chose qui est certaine. Ouais, vas-y. C'est qu'on ne sera pas déçu de la coupe de cheveux de John Merrill. Puis ça, moi, je conclurai avec ça. La coupe de cheveux avec la moustache. C'est quand même un excellent combo, j'ai envie de dire. La pilosité, j'ai envie de dire. En général, la pilosité, elle semble assez... ce ne sera pas décevante. Pour le prix qu'on a payé, je ne pense pas qu'on va être déçu. Bissot, on a débordé en masse, mais c'était très, très agréable. Quand le podcast dure 50 minutes au lieu de 30, puis que personne ne s'en rend compte, on est encore 20 là, en passant à la diffusion en direct. Ça veut dire que c'est intéressant. J'en profite pour te remercier. D'abord, félicitations pour tout ce que tu as accompli à RDS, pour ton parcours à l'UQAM en relations publiques. Absolument. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Tu mérites le meilleur, mon gars. C'est un plaisir de t'avoir au podcast. Merci, mon chum. Toujours un plaisir. Yes, merci beaucoup, Bissot. Salut. Yes. C'était Alexandre Bissonnette, rédacteur et auxiliaire de production à RDS. Très intéressant. Merci beaucoup, Bissot. Un de mes confrères d'ATM de 2019, gradué 2019, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est toujours le fun d'avoir des gens avec qui on a étudié, d'avoir des bons chums comme ça. Il est bon, hein? L'avez-vous trouvé bon? Sérieux, là? Prendre de la confiance, perdu une petite couche de face, des petites lunettes rondes. Bravo, Bissot. T'es très bon, puis inspirant, mon cher. Au plaisir de te voir dans nos télés à Sport 30. Puis, sais-tu quoi? J'aimerais peut-être ça, moi aussi, si jamais, tu veux me faire rentrer. Bon, en tout cas, on s'en parle. On rejoint Maxime Saint-Michel dans une minute, les amis. Merci d'avoir été là. Puis, dans une minute, on est de retour pour le deuxième invité de la soirée.